Femmes, hommes, à l'aube ou au crépuscule de leur vie, athées, croyants, mystiques, tout profil confondu, près de 5% de la population mondiale a vécu ou vivra un jour une expérience de mort imminente. Un aller-retour vers l'au-delà, dont on revient profondément bouleversé avec des émotions et des visions souvent similaires que nous allons passer en revue grâce à 2 cas. L'impression de sortir de son corps, le fameux tunnel qui apparaît avec la sensation d'être irrémédiablement attiré au fond par une lumière blanche. La rencontre avec des proches disparus. Un basculement dans une dimension emplie de lumière et d'amour pour atteindre enfin la connexion avec l'univers. D'abord, Vanina, 49 ans. C'est en Corse qu'habite cette restauratrice d'art réputée. À 14 ans, elle vit une expérience de mort imminente alors que sa famille n'est franchement pas portée sur l'ésotérisme. Je sors d'une famille athée, je sors d'une famille même anti-spirituelle. Et je fais cette expérience de mort imminente qui bouleverse tout. C'est-à-dire que je passe du coup d'une conscience d'une enfant de 14 ans qui vit au premier degré, un peu comme un petit animal quelque part, à une ultra-conscience d'un vieux sage. On me parle d'expérience de mort imminente, moi je ne vois pas la mort là-dedans, je vois une renaissance. Nous sommes alors dans les années 80. Lors d'une soirée avec sa grand-mère dans la maison de campagne familiale, Vanina tente de changer l'ampoule d'un lampadaire. Elle s'électrocute. Mon cœur fait un énorme boum et ça résonne dans tout mon corps. C'est-à-dire que je l'entends dans mes oreilles, dans tout, comme si mon cœur explosait. Et au même moment, je me suis retrouvée hors de mon corps, tout de suite. Comme la plupart de ceux qui vivent une expérience de mort imminente, Vanina a ressenti des émotions tellement fortes qu'elle est capable de décrire avec précision tout ce qui s'est passé ce soir-là, 35 ans plus tard. Je flotte, en fait, dans le hall. Je ne pars pas, je ne m'en vais pas, je flotte d'abord dans le hall. Et la première chose que je fais, c'est que je me rends compte que je vois à 360 degrés. C'est-à-dire que c'est assez étonnant et il suffit que je me concentre sur un point qui m'intéresse, je le vois net et tout le reste reste plus ou moins flou. Et je vois autour de ma grand-mère cette fameuse brume rose, enfin en tout cas je vois que du rose à ce moment-là, et je ressens l'amour de ma grand-mère pour moi en fait. Donc j'ai voulu la rassurer, j'ai voulu aller vers elle et lui dire « Mais regarde, moi je vais bien, tout va bien, tu me vois », et il n'y avait rien à faire. Vanina se souvient alors avoir visualisé un être bienveillant qui va accaparer toute son attention. Je vois apparaître un être, alors pas de forme particulière, c'est pas un ange avec les ailes qui font flap flap et tout, il n'y a rien de tout ça. C'est quelqu'un qui a vaguement la forme humaine, mais qui est très très grand par rapport à moi, il fait presque 2 mètres de haut. Il est couleur rose fuchsia et il dégage un amour inconditionnel extraordinaire qui me traverse. Et il communique avec moi par la pensée. Donc l'être de lumière me montre vers le haut et en fait il y a une vidéo de ma courte vie qui apparaît de mes 14 ans et on remonte à ma naissance. Vanina revoit alors toute sa vie défiler en accéléré, un phénomène très fréquent dans les récits d'expériences de mort imminente. Au moment où elle se souvient d'avoir accepté de suivre cet être de lumière, survient un phénomène qui aura d'importantes conséquences dans sa vie future. Et c'est à ce moment-là que j'ai la sensation vraiment qu'il y a comme si on prenait le crâne et qu'on me l'ouvrait en deux et je ressens une douche. Je ne peux pas dire mieux parce que c'est vraiment quelque chose qui me descend dans le crâne et j'ai tout un bloc de savoir. Moi je dis souvent c'est comme un amnésique, vraiment, qui d'un coup récupère toute sa conscience, tous ses souvenirs. Et je me mets à me souvenir de à quoi ça sert une vie, pourquoi on s'incarne, mes parents c'est pas mes parents mais ce sont des âmes qui s'incarnent et qui jouent le rôle de mes parents, et des tas de concepts sur lesquels je n'arrive pas encore à mettre de mots. Heureusement pour elle, sa grand-mère et son frère arrivés entre-temps parviennent à l'arracher du lampadaire. Vanina revient dans le monde réel. Devenue solitaire, la jeune fille se réfugie dans la nature et auprès des animaux. Elle se sent souvent incomprise, comme la plupart de ceux qui osent briser le tabou en racontant leur expérience. Donc j'en ai parlé une fois et c'est parti en cacahuète. Mon père m'a hurlé dessus, m'a insulté en disant que j'étais complètement tarée, enfin bon voilà. Donc je me suis sentie totalement étrangère à mon propre univers familier, donc à ma propre famille, et je me suis sentie étrangère au reste du monde. Et j'ai dû me taire. Au fil du temps, Vanina se découvre une intuition et des dons inexpliqués qui ont contribué à sa renommée professionnelle. Il y a 4 ans,
Alors qu'elle travaille en tant que conservatrice à la bibliothèque patrimoniale d'Ajaccio, elle met la main sur plusieurs livres précieux dont personne ne soupçonnait l'existence. Notamment l'un des tout premiers traités d'égyptologie du XVIIe siècle, mais aussi un ouvrage rarissime d'Isaac Newton et d'authentiques lettres signées de la main de Napoléon. Et ce qui est le plus incroyable, c'est comment Vanina les a découverts. La nouvelle direction avait décidé de jeter 13 mètres linéaires de prospectus, de choses contemporaines qui ne servaient plus à rien, d'administratif. Et au moment où je passe devant les étagères, il y a quelque chose qui me retient, qui me dit « tu t'arrêtes et tu vérifies tout ». J'ai ouvert 2 pages et quand je le touche, je sais que c'est extraordinaire, c'est pas normal. Je me dis, ah bah non, c'est pas possible que ce soit des originaux, parce que j'ouvre et je vois les lettres de la famille impériale. Napoléon, la mère, le frère, la sœur, les sœurs, enfin un truc de fou. D'accord, j'ai cette année d'histoire de l'art à l'arrière, la connaissance des bouquins et tout, il y a un travail d'expert. Mais il y a plus que ça. Comment on fait pour trouver les 3 choses les plus rares, dont la plus rare au monde, sur 44 000 ouvrages? Enfin, faut le faire quand même. Donc pour moi, je pense qu'il y a un coup de pouce de l'invisible. Ouais, il y a un coup de pouce de mes copains de l'autre côté, quoi. Ça, c'est sûr. À l'heure actuelle, les ponts sont toujours coupés avec une partie de sa famille. Mais cette expérience de mort imminente fait trop partie d'elle pour être passée sous silence. En Charente, Vincent, 71 ans, a lui aussi vécu l'impensable il y a 23 ans. S'il a su trouver l'harmonie aux côtés de son épouse Véronique, cet ancien directeur technique de théâtre a également vécu des phénomènes intrigants après son expérience de mort imminente. Il s'est mis à peindre du jour au lendemain. Le blanc arrive, le jaune arrive, donc c'est pour moi la lumière qui va prendre le dessus sur la colère, quoi. Ça représente totalement des énergies que j'ai rencontrées de l'autre côté. Et un jour, il s'est passé quelque chose en moi, il m'a dit « il faut que tu peignes, il faut que j'y aille. Tu sais peindre ?» Ah bah non, je ne savais pas peindre. Bah si, vas-y, tu vas voir. Et j'ai commencé à peindre et à faire ce genre de tableau. Comme dans la majorité des cas, c'est sur une table d'opération qu'est survenue l'expérience de Vincent. Il a alors 48 ans et subit une lourde intervention cardiaque qui tourne mal. Je pensais effectivement me réveiller en salle de réveil, comme ça se passe habituellement. Eh ben non, je me suis réveillé un petit peu particulièrement ailleurs, dans un décor qui était bien le bloc opératoire, mais dans une position un peu particulière, en dehors de moi, en dehors de mon corps, dans une vue dominante, un peu collée au plafond du bloc. J'entendais, il est mort, c'est pas la peine, on va le récupérer comme un légume. Je dis, mais c'est ça la mort? Je suis mort là, je suis mort. Et le fait de penser ça, je me suis senti aspirer vers quelque chose ailleurs. Et cet ailleurs a été le début du plus beau jour de ma vie, quoi. Le cœur de Vincent s'arrête de battre pendant 40 minutes. L'homme vit alors l'une des expériences de mort imminente les plus complètes, avec toutes les étapes clés répertoriées dans les questionnaires des spécialistes. J'ai connu ce fameux tunnel et je suis arrivé dans cette lumière qui venait vers moi. D'un seul coup, elle m'a englobé. J'ai l'impression de rentrer dans quelque chose d'extraordinaire et c'était effectivement comme si 100 000 mamans vous accueillaient pour vous dire « je t'aime ». Et là, c'est fabuleux, quoi. Sauf que l'émotion positive est de courte durée, car Vincent se dit ensuite confronté à des visions très angoissantes. Et là, ça a été quand même terrible, quoi. Et quand j'en parle, j'ai l'émotion qui monte parce que la vision est encore très très présente. Et là, vous ressentez la haine absolue, quoi. Donc, je lui demandais à sortir de là parce que j'en pouvais plus, quoi. Nous sommes rentrés dans des sphères beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus lumineuses. Donc j'étais dans la dimension céleste, j'oserais dire, où je pouvais voir tout l'univers. Je voyais la nature qui est extraordinaire. Il raconte que son voyage est alors interrompu par l'apparition d'un ami décédé venu lui délivrer un message. Une autre vision récurrente dans les récits de mort imminente. C'était un ami qui s'appelle Baudouin. Baudouin m'a parlé comme ça, m'a dit « il faut que tu reprennes ta vie maintenant. Parce que tu as attendu. » Et c'est la notion de l'amour paternel en fait qui m'a fait revenir. J'ai accepté. De retour dans le monde pleinement conscient, Vincent se montre très surpris que son arrêt cardiaque ne soit pas mentionné dans le compte-rendu de l'opération. Il tente alors de confondre le chirurgien. Mon chirurgien, au bout d'un mois après l'opération, il me dit « tout s'est très bien passé, bon, ça a duré plus longtemps que prévu, mais bon, tout s'est très bien passé ». Alors là, j'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit « mais attendez,
Vous avez oublié de me dire que j'étais mort quand même, qu'il y a eu une hémorragie interne très importante qui a créé la mort et tout ça. Et là, il s'arrête et il me dit, mais comment vous l'avez dit? On vous l'a dit? Non, non, non. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand j'étais mort, eh ben, j'étais au-dessus de vous, en train de vous observer. Et là, il a fait un moment de silence, il n'a rien dit, mais j'ai compris que là, c'était pas la peine de discuter, quoi. Voilà. Longtemps incompris par son entourage, Vincent a beaucoup souffert. Il a divorcé. Ici, le mot amour est la plus belle des ferveurs. Il retranscrit désormais les émotions liées à son expérience via des peintures, mais aussi des compositions musicales, auxquelles contribue Véronique, son amour de jeunesse retrouvé. Souriant, s'exprime par des sons si mélodieux. Lorsque j'ai retrouvé Vincent, il y a 5 ans, je n'avais aucune connaissance de l'expérience de mort imminente. C'est un terme que je n'avais jamais entendu. Donc c'était pas évident du tout. Aujourd'hui, grâce à Vincent, mon ouverture spirituelle s'est mise en place aussi. Vincent publie aussi des livres et donne des conférences pour raconter son expérience. Son but, apaiser le public concernant la mort. Je sais ce qu'il y a après la mort, donc ça ne me fait pas peur de mourir. S'il fallait que je meure dans les 10 minutes qui arrivent pour X raisons, je l'accepterai sans problème. L'instant où on meurt, mais dire, on bascule dans quelque chose d'incroyable, quoi. Vous ne pouvez même pas imaginer. Dans 90% des cas, l'expérience de mort imminente est associée à des sentiments positifs. On estime que 74% de ceux qui sont passés par là opèrent un changement de vie, de valeurs ou de croyances, se tournant bien souvent davantage vers les autres. Mais que se passe-t-il dans le cerveau quand on est entre la vie et la mort? Qu'en dit la science? Ces connaissances mènent-elles à des applications thérapeutiques? Charlotte Martial est une des grandes spécialistes mondiales des expériences de mort imminente. Neuropsychologue et chercheuse au Coma Science Group de l'Université de Liège en Belgique, elle travaille depuis 10 ans sur ces étranges phénomènes. Elle va tenter d'éclairer Adriana et Michel sur ces personnes qui ont vu la mort de près et qui en sont revenues. Pour ceux qui vous poseraient la question simple, c'est quoi exactement une expérience de mort imminente? Ce sont des gens qui ont été proches de la mort, ils ont été dans une situation critique, parfois en état de mort clinique, mais ils ne sont pas décédés, ils n'ont pas été jusqu'à l'état de mort cérébrale, parce qu'ils sont là aujourd'hui pour nous raconter ce qu'ils ont vécu. C'est-à-dire mort clinique, ça veut dire que le cœur arrête de battre. En effet, donc là il y a la cessation de l'activité du cœur et de la respiration, tandis que dans la mort cérébrale, là c'est vraiment l'arrêt de l'activité cérébrale. Voilà comment cela se passe dans le cerveau. Le cerveau de gauche est celui d'une personne en état de conscience normale. Les couleurs chaudes reflètent une consommation importante en glucose, signe que les différentes régions cérébrales fonctionnent bien. À droite, un cerveau en état de mort cérébrale. Il ne fonctionne plus. Tout est noir. La personne est considérée comme décédée et c'est irréversible. Au milieu, un cerveau en grande souffrance, comme peut l'être celui de quelqu'un en état de mort clinique. Le cœur s'est arrêté, mais il y a toujours un minimum d'activité cérébrale et de consommation en glucose, mais moins qu'en état normal. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc on n'a pas besoin de tout notre cerveau pour être conscient. On a besoin de certains îlots de régions, certaines régions qui se connectent, etc., pour pouvoir être conscient et vivre, par exemple, une expérience de mort imminente. Apparemment, quand on vit une mort clinique, on est encore conscient 3 minutes après. Et c'est là où ça se passe, cette expérience? Alors ça, c'est une grande question qui reste toujours à l'heure actuelle sans réponse. Néanmoins, en effet, certaines études montrent qu'il y a un pic électrique d'activité dans le cerveau juste avant l'arrêt cardiaque. Et donc, on fait l'hypothèse ici, mais ça reste une hypothèse, que ce serait pendant ce moment bien précis que les personnes vont vivre cette expérience extraordinaire. Juste avant l'arrêt cardiaque? C'est ça, oui. À ce moment-là, on constate aussi une réduction de l'oxygène au niveau des régions occipitales, derrière la tête. Les régions liées à la vision. C'est ce qui pourrait expliquer cette fameuse vision du tunnel et de la lumière blanche. Et si le mécanisme cérébral semble le même chez tout le monde, la perception qui en résulte peut différer selon les cultures.
Par exemple, en Asie, au lieu du tunnel, on parle plutôt d'une rivière. Récemment, on a fait l'hypothèse que les expériences de mort imminente seraient en fait un mécanisme de défense. Quand la personne se retrouve dans une situation critique proche de la mort, ce serait en fait une façon de se protéger, comme on a ce fameux comportement de thanatose chez les animaux. Exactement. C'est-à-dire qu'ils font semblant d'être morts pour se protéger contre un prédateur. C'est ça. Cette expérience de mort imminente, on le vit la plupart des cas quand le cœur s'arrête, ça veut dire la mort clinique. Il y a d'autres cas aussi? Oui. Ce qui est assez intriguant, c'est qu'on observe des personnes qui vont rapporter ce même type de souvenir, mais dans des contextes vraiment différents, où la personne n'était pas en danger. Donc, par exemple, lors d'une forte anxiété, après la prise d'une substance, une drogue psychédélique, après une syncope. Donc voilà, il y a vraiment différents types de contextes dans lesquels on peut vivre une expérience de mort imminente. Et l'orgasme? Oui, nous avons dans notre base de données 2000 témoignages. On a, je pense, 2 témoignages de personnes qui rapportent ça dans le contexte d'un orgasme. Je sais qu'en français, on appelle ça la petite mort, l'orgasme. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on perd conscience un tout petit peu. On est dans un état de conscience altéré. Modifié, complètement modifié. Ouais. Évidemment, les chercheurs ne sont pas présents au moment des expériences de mort imminente. Mais plus tard, tous ceux qui en ont vécu et qui acceptent de communiquer sont invités à remplir un questionnaire très précis sur leurs ressentis, leurs visions, leurs souvenirs. Par exemple, votre perception du temps était-elle modifiée? Est-ce que vous avez eu l'impression de soudainement tout comprendre sur vous-même, les autres et l'univers, pour faire référence à cette sensation de connexion avec l'univers que certains peuvent ressentir? Est-ce que vous avez eu une sensation de paix, de bien-être, donc qui est souvent rapportée également? Fort de ces enseignements collectés dans le monde entier, Charlotte Martial et ses équipes tentent ensuite de reproduire les mêmes effets chez des sujets qui n'ont pas vécu d'expérience de mort imminente. Le but ? Décrypter les processus neurologiques précis qui sont en œuvre pour accéder à ces états altérés de conscience. Tous ces tests sont évidemment très encadrés par du personnel médical. Mais concrètement, comment vous faites pour le rapprocher d'une expérience de mort imminente? Alors, il y a différentes méthodes qu'on utilise, notamment utiliser des drogues. Donc, on sait notamment que les substances telles que la kétamine ou la DMT vont permettre à l'être humain de vivre ces expériences subjectives. Alors, il ne s'agit pas d'expériences de mort imminente authentiques, mais ce qu'ils rapportent sont vraiment similaires à ce qui est vécu dans un contexte proche de la mort. Stephen Loraise, neurologue, travaille avec Charlotte Martial. L'occasion de lui demander son point de vue sur ces expériences qui semblent parfois un peu extrêmes. Vous-même, vous avez essayé de vivre cette expérience de mort imminente? Alors, comme chercheur de la conscience, oui, j'ai essayé de vivre d'expériences de mort imminente. Je suis allé en Varsovie, dans une grande centrifuge, où on m'a fait tourner jusqu'à ce qu'il n'y avait plus de sang dans mon cerveau, tout était dans mes orteils, et j'ai vu cette vision en tunnel. J'étais aussi dans une chambre anéchoïque, où on n'entend plus rien, et qu'est-ce qui se passe après un petit temps? On commence à halluciner. J'entendais des enfants, je voyais une présence, c'était très intéressant, et donc je pense que comme chercheur, c'est important d'enrichir les mesures objectives avec le vécu subjectif, le vivre soi-même. Et toutes ces expériences sont très utiles, car grâce aux recherches de Charlotte Martial et de ses équipes, on sait qu'il existe une signature neurophysiologique des expériences de mort imminente dans le cerveau. Et cela ouvre des espoirs thérapeutiques très prometteurs. Comme vous décriviez le fait que les gens qui ont vécu une expérience de mort imminente vont bien, ils ont vécu cette sensation de bien-être, est-ce que ça veut dire que si on arrivait à reproduire artificiellement ces expériences de mort imminente, on pourrait s'en servir comme thérapie pour les gens qui ne vont pas bien? C'est de l'utopie? Non, je ne pense pas que c'est de l'utopie. C'est pour ça qu'on fait ces études aussi. Donc l'idée, c'est en effet, comme on fait en fait avec par exemple la méditation ou maintenant la transe récemment, l'idée c'est de pouvoir en effet pouvoir les reproduire artificiellement grâce à différentes techniques chez ces personnes-là et que ce soit utilisé dans un but thérapeutique, oui. À terme, induire un état cérébral similaire à celui des expériences de mort imminente permettrait de soigner certains traumatismes et de désamorcer toutes sortes d'angoisses. Les bienfaits thérapeutiques concernent donc prioritairement la lutte contre la dépression et l'anxiété. Charlotte et ses équipes travaillent aussi à ce que ces expériences ne soient plus tabous et qu'on arrête de prendre ceux qui les ont vécues
pour des fous. Parmi les points communs aux expériences de mort imminente, il y a les fameuses sorties de corps. L'impression d'être ici et ailleurs en même temps. Mais certaines personnes parviendraient à vivre ces décorporations en restant bien vivants. Ce serait le cas de Nicolas Fraisse, 39 ans, infirmier. Et force est de constater que lorsque nous sommes allés tourner avec lui, il s'est passé quelque chose de très étrange. Le corps de Nicolas était présent, mais son esprit, non. Il ne clignait plus du tout des yeux, alors que la moyenne est de 15 à 20 clignements par minute. Même des stimulations visuelles et sonores ne parvenaient pas à le faire revenir. Sylvie de Thiolaz est docteur en biologie moléculaire. Claude-Charles Fourier est psychothérapeute. Depuis 16 ans, ils étudient les cas particuliers comme Nicolas Fraisse. Ah, voilà. T'es revenu. Tout est parti. Loin. Très loin. Nicolas, apparemment, vous avez des capacités extraordinaires. Qu'est-ce que vous savez faire? Oula, qu'est-ce que je sais faire? Des capacités extraordinaires, oui, on va dire pour le commun des mortels. Ça a commencé avec la capacité de sortir hors de mon corps. C'est-à-dire que depuis que je suis gamin, il ne faut pas faire cette tête. Je pense pas que tout le monde peut le faire. Pour moi, je suis intimement persuadé que si. Depuis que je suis gamin, en fait, quand je suis dans un lieu où je m'ennuie, je m'emmerde, je ne suis pas obligé de rester, c'est-à-dire que je peux partir. Je me suis rendu compte que je vivais ça, j'avais aux alentours des 6 ou 7 ans. C'est-à-dire que j'allais voir ce qui se passait chez mes parents, chez ma grand-mère, et en revenant le soir après l'école, par exemple, je me rendais compte qu'il y avait des choses que j'avais vues qui étaient vraies. Un mur que mon père avait construit, un gâteau que ma mère avait fait, un lapin que ma grand-mère avait... Voilà. Donc, mais c'est systématiquement toujours vrai? Tout le temps. Depuis que je suis gamin, j'ai toujours vérifié. Je vérifie parce que j'ai toujours eu peur de devenir fou ou d'être fou. On se voit, le corps reste assis, ouais. Et vous partez? J'ai l'impression que quelque chose de fluide sort de mon corps. Enfin, se met à se balancer et sort. Et à ce moment-là, en fait, je ne me vois pas sortir et m'envoler en haut de mon corps, non. Moi, j'ai cette sensation de décalage par rapport à mon corps. J'ai plus de sensation corporelle. Après, il y a une espèce de flash lumineux où ma conscience, mon être, est ailleurs. Ça ne peut pas être une hallucination? La seule manière de faire la différence avec une hallucination, c'est de faire ces vérifications. Et nous, c'est ce qu'on a essayé de vérifier. C'est-à-dire qu'en tant que scientifique, on s'est dit, mais s'il y a une seule chance que ce soit possible, ça vaut la peine d'essayer de le vérifier, donc de faire la part des choses. Est-ce qu'on est en face d'une hallucination ou d'un phénomène encore inconnu de la conscience? Donc on a monté un protocole pour tester ça dans des conditions de laboratoire. Et ça a montré que ce n'était pas une hallucination. Nicolas était capable de le faire. Évidemment, il est logique d'être dubitatif. C'est pourquoi nous avons voulu tester ses capacités extraordinaires quelques jours avant. Nous avons caché des objets dans 4 enveloppes sans que Nicolas n'en sache rien. Dans la première, une photo du Dalai Lama en gros plan. Dans une deuxième enveloppe, un bracelet. Dans la troisième, un petit éléphant en métal. Et dans la quatrième enveloppe, un dessin à l'encre représentant une carpe. Nous avons ensuite cacheté les enveloppes pour qu'aucune tricherie ne soit possible. Nicolas n'a jamais touché les enveloppes et il ne peut pas voir ce qui se cache à travers car elles sont placées à 3 mètres de distance. Je vais voir si je capte quelque chose, si j'arrive à voir quelque chose. Ok. Je vais commencer par l'enveloppe numéro 1. Alors. Nicolas parviendra-t-il à percevoir quels sont ces objets ? Pas évident car en temps normal, c'est lui seul qui décide de se projeter à distance. Il ne fait rien sur commande. Ça pourrait ressembler à une tête.
Ouais, peut-être un visage, quelque chose. Ouais, maintenant je vois clairement que c'est un visage. Ouais. J'ai l'impression que c'est une photo, la photo d'un visage pris en assez gros plan, on dirait. C'était un visage pris en gros plan. Ouais. Passons maintenant à la deuxième enveloppe qui contient le bracelet. Même s'il se touche le bras à l'endroit d'un bracelet, cela semble plus compliqué pour Nicolas. J'y arrive pas, ça bloque. Ça bloque. Échec pour cette fois. Qu'en est-il maintenant du troisième objet? Ça semble lourd. En métal. Bon point pour l'objet en métal, car c'est cet éléphant miniature qu'il y a dans l'enveloppe. J'arrête pas de penser à un porte-clés Tour Eiffel, mais le truc c'est que c'est peut-être pas ça, et le problème c'est que je me focalise dessus et qu'après j'ai rien d'autre qui me vient, tu vois. Passons maintenant à la dernière enveloppe avec le dessin à l'encre qui représente une carpe. En fait, j'ai une impression de profondeur. Je pense à de l'eau. Ça va très vite, ouais. Il y a beaucoup de mouvements en fait. Et il y a une odeur aussi un peu. C'est pas une odeur d'océan ou de mer, c'est autre chose. Peut-être une odeur un peu vaseuse. S'il n'a pas réussi à désigner l'objet, il s'en est beaucoup rapproché. Ah putain, magnifique. Wow. Qu'elle soit visuelle, auditive ou autre, Nicolas affirme recevoir de nombreuses informations et il doit faire le tri. C'est un peu comme si je vous disais, essayez de vous souvenir d'un lieu où vous avez passé vos vacances. Et ben vous allez avoir des images, vous allez avoir des sons peut-être, quelques bribes de sons comme ça, mais qui vont être très fugaces. Peut-être des odeurs, des choses que vous avez goûtées. En fait, moi c'est ça, c'est un peu comme si j'essayais de me souvenir de quelque chose que j'allais voir peut-être par la suite. Ces résultats ne constituent en aucun cas une preuve scientifique, mais les capacités de Nicolas interpellent. Il est impossible qu'il ait pu savoir à l'avance ce qu'il y avait dans ces enveloppes. En 2013 déjà, des tests similaires avaient été réalisés, mais sous contrôle d'huissier. Nicolas avait le choix parmi 4 images différentes, et il devait essayer de deviner celle qui était cachée dans l'enveloppe. Assez rapidement, j'ai commencé à entendre des sons, des voix, des textes qui me donnaient la réponse de ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Alors, ça a été très flippant pour moi parce que jusqu'à maintenant, je vivais des sorties hors du corps, des visions à distance. Disons que j'étais acteur. C'est moi qui déclenchais et je pouvais arrêter quand je voulais. Lors d'une journée de test, c'est l'image du film Rocky avec l'acteur Sylvester Stallone en boxeur qui est cachée dans l'enveloppe. J'étais donc devant cette enveloppe fermée, je ne savais pas ce qu'il y avait dedans, et d'un coup j'entends tin, 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 tin. Je prends les quatre photos, et là dans les 4 photos, il y avait la photo de Rocky Balboa. Statistiquement, Nicolas avait une chance sur 4 de trouver la bonne image. Et il y a eu 100 tests effectués selon le même protocole. Après 5 journées de tests, les résultats sont tombés. Et l'huissier responsable ce jour-là n'est pas prêt de les oublier. Durant cette expérience, j'étais là toute la journée à surveiller tous les intervenants pour qu'il n'y ait pas d'interaction ou de quelconque signe qui se manifeste. Et là, effectivement, vous faites des grands yeux quand vous savez qu'il y a une petite probabilité, on va dire, d'un quart sur 100, un quart de trouver les réponses justes. Et là, vous en aviez 79 sur 100. Impossible pour un humain normal. L'huissier, lui, il atteste, simple, il est froid, c'est un fait, il le constate. Mais l'homme, évidemment, est interloqué. Franchement, nous aussi. Nous lançons donc un deuxième défi à Nicolas.
Nous avons dessiné ce portrait de Frida Kahlo, l'artiste peintre mexicaine. Pendant que Nicolas reste sagement dans cet appartement loué pour le tournage, sans possibilité d'en sortir, nous allons afficher ce dessin à l'encre sur une place du centre-ville de Lyon. Sans lui donner aucun indice, nous demandons à Nicolas de se projeter mentalement pour voir ce qui pourrait capter son attention sur cette place. Il y a une affiche, enfin je vois une affiche qui est collée, quelque chose. À moins que ça soit juste un buste. Attends. Ah ouais, alors attends, ça devait pas être... Je pense que je devais avoir une idée auparavant, mais là... Peut-être une peinture. Nous n'avons pas quitté Nicolas pendant le tournage. Impossible donc pour lui d'être allé voir par lui-même, ni d'avoir reçu une quelconque information par téléphone. Oh merde, ça me fait penser à un truc de Frida Kahlo. Un truc comme ça. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. De quoi? C'est Frida Kahlo? Ouais. Arrête. Si. Non, tu déconnes. C'est ça. Nicolas a trouvé. Son cerveau crée ensuite des associations d'idées qui le conduisent à donner des éléments faux. Mais bon, il a trouvé. Il y a du rouge, c'est vachement coloré. Je sais pas, il y a peut-être des espèces de fioritures autour. Je suis pas sûr, peut-être que j'extrapole. Il est temps maintenant d'aller sur place pour vérifier et voir le dessin de ses propres yeux. Ah merde, maintenant il n'y a pas de couleur. Pourquoi est-ce que j'ai capté la couleur? Parce que Frida Kahlo, il y a beaucoup de couleurs. Mais là, force est de constater que l'image en elle-même n'a pas de couleur. Donc, il y a un décalage entre l'objet et les concepts qui entourent l'objet. Incroyable. Bah si, moi j'y crois vu que je le vis. Donc, ouais. Précision, puisque vous vous posez sûrement la question, Nicolas n'a jamais travaillé pour les services secrets. Cela ne l'intéresse pas. Et il n'a jamais réussi à deviner les chiffres du loto. On admet que Nicolas n'est pas là. Je ne suis pas là. Nicolas, est-ce que vous pouvez sortir de votre corps et aller très très loin, s'il vous plaît? Là, vous retournez chez vous, là, le temps que je pose une question. Est-ce que Nicolas va très bien dans sa tête? Il n'y a pas de pathologie psychiatrique derrière le cas de Nicolas qui puisse expliquer tout ce qu'il nous raconte? Non. Étonnamment, non. Il est complètement clair dans sa tête. Et il fonctionne extrêmement bien dans son quotidien. Je veux dire, il est très bien inséré socialement, il est très apprécié dans son travail, il a une vie affective, enfin, il a une vie, tout ce qu'il y a de plus normal. Et c'est étonnant, mais on pourrait dire que c'est quelqu'un qui a les pieds vraiment sur terre en plus. Et c'est ça qu'on aimait bien, c'est qu'il a une façon d'en parler qui est très... Ah oui, il est très rationnel dans sa façon de vivre l'irrationnel. Bon, il n'y en a pas beaucoup, des comme Nicolas. Nous, depuis 20 ans, on rencontre plein de gens, des gens qui ont des capacités hors normes, mais des gens qui en ont autant que Nicolas, qui les maîtrisent aussi bien, on n'en a pas rencontré d'autres. Et qui les vivent aussi bien. Et qui les vivent aussi bien. Qui reste très clair. Est-ce que des expériences ont été faites sur Nicolas ou sur d'autres pour montrer que, soit par un électroencéphalogramme, soit par un PET scan dans lequel on va vérifier le cerveau, il y a une partie du cerveau qui est vraiment, pendant ces moments-là, complètement mise de côté? Alors effectivement, c'est ce que ça a montré avec les électroencéphalogrammes, et on a vu qu'il y avait 2 zones de son cerveau qui étaient comme déconnectées du reste pendant ses sorties hors du corps. C'est le cortex préfrontal médian, qui est impliqué dans différentes fonctions cognitives, mais notamment sur la pensée centrée sur soi. Et ce qui est intéressant, c'est que Nicolas, quand il est en sortie hors du corps, n'a plus la sensation d'être Nicolas. Il est juste une conscience. Donc ça collait assez bien. Et l'autre zone qui était déconnectée, c'était le cortex visuel primaire, donc qui est impliqué dans l'analyse des informations de l'environnement. Et lui, il peut avoir les yeux ouverts, justement, mais il n'y a rien qui est enregistré. Ça veut dire qu'en ayant les yeux ouverts, en étant ici face à nous, il ne nous voit plus. Il voit par projection l'endroit dans lequel il s'est projeté. Voilà. Donc il y a une déconnexion complète de cette zone-là. De ce qu'il devrait ressentir en regardant devant lui. Exactement. On va peut-être pouvoir demander d'ailleurs à Steven ce qu'il en pense, parce que c'est quand même assez intriguant. Et de savoir ce qu'il pense de ses capacités particulières. Waouh, Nicolas,
Je vous invite, venez à Liège, on va faire ça dans nos machines, ça va être extraordinaire parce que ça c'est sûr, ça va donner le prix Nobel à l'équipe parce que ça remet en question tout ce qu'on peut comprendre aujourd'hui, toutes les lois de la physique, de la biologie. Venez. Dis-moi Steven, même si on n'y comprend pas grand-chose, est-ce que les scientifiques restent ouverts à ce genre de choses? Un scientifique qui n'est pas ouvert, il n'est pas scientifique. Notre métier, c'est de se remettre en question tous les jours. On sait que ces phénomènes extraordinaires, on en a beaucoup. Des personnes qui n'ont plus le sentiment d'être dans leur corps. Je l'ai vécu moi-même, d'ailleurs, plusieurs reprises. Et comme neurologue, je reprends mon organe préféré, on sait que si je vais stimuler cette partie-là, on appelle le cortex temporo-pariétal droit, exactement là, on a pu, à plusieurs reprises, provoquer ces fameuses out-of-body experiences, ces décorporations. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ça a été prouvé qu'il peut y avoir des perceptions visuelles, auditives, peu importe, en dehors de ce qui rentre par nos yeux et nos oreilles et qui est interprété par notre cerveau? Pour le moment, dans la littérature scientifique, non. Mais je suis très ouvert et mon philosophe préféré, c'est James Bond. Jamais dire jamais.